dans quelle mesure le déficit, en androgène, en tant que sexologue, on va pouvoir, porter la bonne parole à nos patients puisque donc André nous a bien montré qu'il fallait bien vieillir et Carole a bien montré que donc en fait, ces androgènes étaient fort utiles. Alors, d'abord, en tant que sexologue, bien sûr, il va falloir dépister une baisse du désir sexuel en sachant que le désir sexuel, c'est un peu compliqué, ça on le sait bien. C'est-à-dire que assez souvent nos patients arrivent, ils ont une baisse du désir sexuel, ils ont entendu parler de la testostérone et ils vont nous dire que en fait, c'est certainement ça. Donc vous voyez que en fait, c'est bien plus compliqué et que donc, en tant que sexologue, on va pouvoir, replacer, cette réduction de testostérone, en fait, dans un cadre sexologique plus complet puisque en fait, la testostérone, à un moment donné, on a pu penser que c'était la nourriture du cerveau, mais vous voyez que c'est largement plus compliqué que ça et qu'en fait, certes, la réduction de testostérone va entraîner possiblement une dysfonction érectile et un problème, de désir, mais qu'on a un système de boucle et de cercle vicieux et que donc, en fait, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Alors, pourquoi c'est si intéressant que ça, quand même de garder sa testostérone et pourquoi c'est bon pour la qualité de vie, et que ça empêche de vieillir? Donc très rapidement, vous voyez que, on a en fait, une distribution de la testostérone et de ses métabolites, à beaucoup d'organes, donc à la fois, bien sûr, les organes classiques qu'on connaît, mais également, les muscles, les os, y compris le métabolisme, des graisses et que donc bien sûr cette testostérone, ça va aider, à garder une apparence jeune. Alors donc en fait, comme on a vu le désir sexuel, c'est largement plus compliqué que la testostérone et donc vous voyez que ce désir sexuel, si on le représente chez l'homme sur un modèle conceptuel, eh bien, ma foi, c'est aussi compliqué que les femmes. À la fois le désir sexuel, quand il n'est pas là, il va entraîner une détresse. On va bien sûr avoir, des modifications des facteurs relationnels, de la relation avec la partenaire, également la santé, mentale et physique va être diminuée, ainsi que donc les fantasmes, les pensées et bien sûr, tout ça, c'est un tout. Alors, la baisse du désir, donc elle se voit, non seulement dans les baisses de testostérone, mais donc il faut y penser, en fait, dans d'autres, conditions. Donc toutes les maladies qui entraînent une asthénie et donc l'asthénie, c'est un symptôme, qui est, non spécifique, peuvent entraîner une baisse de désir indépendamment, en fait, de la baisse de testostérone. Également, les douleurs de la zone génitale, les suites d'interventions chirurgicales, avec bien sûr des modifications de l'image du corps, la dépression, l'anxiété généralisée, les conflits dans les relations de couple, la iatrogénie médicamenteuse, donc bien sûr la baisse de testostérone, mais également l'hypothyroïdie et l'hyperprolactinémie. Donc vous voyez que finalement, le désir, c'est un vaste sujet. Alors du coup, en tant que sexologue, on va intégrer tout ça dans un autre organigramme que celui que vous a montré Carole, qui était réservé aux seules baisses, en fait, de la testostérone et vous voyez que certes, on va avoir, des explorations médicales et des traitements médicaux, mais on va aussi avoir la colonne de diminution du couple, de diminution du désir dans le couple, avec bien sûr les choses qu'on connaît bien en tant que sexologue, l'évaluation de la qualité, les thérapies de couple et les traitements psychosexuels. Alors la colonne du milieu, c'est la colonne des difficultés secondaires situationnelles avec un faible désir, avec éventuellement des troubles associés, de l'érection et de l'orgasme, sans baisse de testostérone et qui vont également, conduire après une évaluation psychologique, le dépistage d'une dépression, d'un traumatisme sexuel ou d'un conflit intrapsychique,
en fait, tu as un traitement psychologique. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le sexologue, il va également dépister, donc éventuellement un déficit en androgène devant les autres troubles sexuels. Donc on va passer rapidement puisqu'on en a déjà parlé. Donc bien sûr, une dysfonction erectile, une diminution des érections spontanées. Autre signe important, une efficacité ou perte d'efficacité des IPDE5 sur la dysfonction erectile. Et alors, quelque chose d'assez important également, les troubles de l'éjaculation, essentiellement le volume, puisque quand on trouve, une baisse de testostérone, parfois on arrive à régler des troubles de l'éjaculation qu'on ne serait pas arrivé, sans cela. Alors qu'est-ce qui se passe quand la testostérone, elle baisse? Donc vous voyez que les symptômes apparaissent de manière graduelle et donc en fait, on a tendance à mettre, tout à fait devant, heu, la baisse de testostérone, la dysfonction érectile, mais vous voyez qu'en fait, les autres symptômes apparaissent bien avant et que donc quand les gens, veulent à tout prix mettre en lien leur dysfonction érectile et la baisse de testostérone, il n'y a quand même pas une chance énorme, pour que ce soit le cas. Par contre, on voit apparaître avant, l'obésité, heu, la potentialité d'apparition d'un diabète et les modifications d'humeur dont on vous a parlé. Alors au total, le sexologue va dépister, devant des signes évocateurs d'une dysfonction, va dépister, heu, un déficit, en testostérone, donc avec les différents, items qu'on vous a déjà donnés, donc devant une dysfonction sexuelle, donc c'est ce qu'on va voir nous le plus souvent en tant que sexologue. Il faut penser aussi à ça devant une fatigue, des troubles du sommeil, des bouffées de chaleur, une obésité, une diminution de la pilosité. Et vous voyez que par contre, quand on regarde, un petit peu la sensibilité et la spécificité de ces symptômes évalués au moyen de questionnaires, en fait, la plupart de ces symptômes sont extrêmement peu spécifiques. Ce qui fait qu'en fait, quand on évalue, le déficit en testostérone avec des questionnaires, on a une très haute sensibilité, mais par contre la spécificité est décevante et c'est ce qui explique que finalement, la plupart des patients, pensent que, devant une fatigue et une dysfonction sexuelle, ils ont une baisse de testostérone et que c'est pas forcément le cas. Alors donc là, je vais passer rapidement dessus parce que Carole, vous a également, donné ce tableau. Donc une fois que, en fait, on le sexologue, en fait, fait l'hypothèse d'un déficit en androgène, il va faire donc un diagnostic biologique avec donc, 2 dosages le matin à jeun, un mois d'intervalle, avec, donc les valeurs de référence d'hommes jeunes et que, donc en fait, on va faire une démarche, diagnostique en 2 temps avec une première détermination de la concentration, devant, la symptomatologie évocatrice et si la valeur est basse ou douteuse, en fait, un deuxième dosage, auquel on peut associer, en fait, l'ALH, la prolactine, le PSA et l'hématocrite. Alors en fait, il faut savoir que, dans le déficit en androgène, par le sexologue, la première prescription est limitée. Elle est limitée actuellement, aux spécialistes en urologie, endocrinologie et gynécologie et donc les autres spécialités n'ont pas le droit, de prescrire, même si par contre, elles peuvent renouveler le traitement. Donc du coup, pour le sexologue, dans les troubles du désir, il va être en cothérapie, bien sûr s'il y a un facteur, psychologique. Si c'est un sexologue qui ne fait pas partie de ces 3 spécialités, il va référer, à un sexologue pouvant, prescrire les spécialités, quitte après à faire de la cothérapie pour les suivis. Et donc, vous voyez que le sexologue a toute sa place, dans la prise en charge thérapeutique, que ce soit en cothérapie, sur une prescription d'androgène ou que ce soit une cothérapie, dans les thérapies, les psychothérapies sexologiques. Alors, en fait, également, donc, dans cette prise en charge, pour le sexologue prescripteur, comme ça vous a déjà été dit, il y a quand même, une nécessité,
donc de faire une évaluation parce qu'en fait, il faut, persuader, certains confrères, y compris les urologues, que cette prescription n'est pas dangereuse. Donc en fait, il faut faire une évaluation prostatique par un toucher rectal et un dosage du PSA pour éliminer un cancer de prostate. Également, donc on va faire, une libération globulaire, pour dépister une éventuelle polyglobulie et surtout pour avoir des valeurs d'hématocrit, qui permettent une surveillance, donc des valeurs de référence. Alors le sexologue prescripteur ou sexologue tout court, se doit de répondre et d'informer, son patient, ainsi que ses correspondants. Parce qu'en fait, on a, des collègues, à persuader, et donc en fait, les 2 gros points, qui sont plus souvent questionnés, c'est les maladies cardiovasculaires et la prostate. Donc en fait, là, vous avez les grades de recommandation dont on vous a déjà parlé. Donc en fait, on rend service aux patients quand on dépiste, une testostérone basse, puisque c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. En fait, il faut évaluer donc les facteurs de risque cardiovasculaire avant de commencer le traitement, donc ça va rendre service aux patients aussi et donc il n'y a pas de dangerosité, également comme ça vous a déjà été dit. Tout au contraire, on va pouvoir améliorer la masse grasse, la dyslipidémie et la résistance à l'insuline. Également, donc en fait, le sexologue prescripteur peut être amené à répondre et à informer ses correspondants, heu, surtout les correspondants psychiatres. Donc en fait, la recherche d'une, dysfonction, en testostérone est souhaitable chez les patients présentant un état dépressif. S Le patient doit être surveillé exactement de la même manière que les autres hommes et donc il y a nécessité quand on prescrit un traitement, de testostérone, de rester impliqué dans la gestion des hommes ayant des symptômes dépressifs. Alors le chapitre de la prostate, comme on a dit, est également, un chapitre important. Donc le sexologue prescripteur va également donc répondre, informer son patient et ses correspondants. Donc on peut être, d'ailleurs amené, à correspondre entre sexologues prescripteurs. Par exemple, à Lyon, Hervé Lejeune, m'envoie, souvent en fait, les patients sur lesquels il se pose des questions, sur, une éventuelle maladie prostatique sous-jacente. Donc, comme on vous a dit, donc l'hypertrophie bénigne de prostate n'est pas une contre-indication. Donc, l'augmentation du PSA est limitée et initiale. Donc, bien sûr, il faut bien insister sur le fait qu'on n'augmente pas le risque de survenue d'un cancer de prostate et que donc c'est tout à fait possible de traiter les cancers de prostate déjà guéris, comme on vous l'a dit précédemment. Alors en fait, c'est important d'insister sur ce thème parce que, très souvent, soit les patients, soit leur médecin généraliste, soit même leurs spécialistes, se permettent d'arrêter des traitements qu'on a prescrits, parce que, eux vont donner, l'avis contraire de ce qu'on a dit. Donc en fait, je pense qu'on a, en tant que sexologue, un devoir, d'information, et de rassurer les patients par rapport à ces thèmes. Alors également, le cancer, la testostérone, il ne faut pas la prescrire chez un homme qui a un projet de paternité, car l'apport en testostérone exogène va provoquer une diminution de la spermatogénèse. Donc là, il faut être, très, attentif à ça, surtout quand on est sexologue, andrologue, comme c'est mon cas, parce que j'ai vu très souvent des cas, en fait, soit de prescription de testostérone, sans que les gens fassent attention, tout simplement parce que, par exemple, l'homme était un petit peu âgé et donc également, donc il est recommandé d'instaurer le traitement par la testostérone en association avec des conseils de perte de poids, de modification du mode de vie, de reprise d'une activité physique régulière et le traitement des comorbidités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en termes de suivi ou de suivi conjoint? Donc, ça vous a également été, dit. On va évaluer, l'efficacité clinique et biologique. On va évaluer, l'efficacité du traitement et l'absence des effets secondaires. On fait une surveillance régulière. Donc la surveillance se fait par,
le suivi de la prostate, le suivi biologique. L'hématocrite doit toujours rester inférieur à 54. En cas de dépassement, donc il faut ajuster les prises de testostérone. Donc ça, c'est des choses qu'on peut avoir, fréquemment à faire. Et puis là encore, référer à un urologue, s'il y a un problème. Par contre, la surveillance hépatique n'apparaît pas nécessaire, dans le suivi, avec les androgènes qu'on a actuellement. Donc en conclusion, le déficit en androgènes, en sexologie, on doit y penser. Le sexologue, dans tous les cas, il est l'interlocuteur privilégié du patient pour dépister un déficit en androgènes, puisqu'on a vu que ça pouvait se manifester par, un trouble du désir. Il demandera, un dosage de la testostéronémie s'il est prescripteur. Il peut initier un traitement androgène s'il est endocrinologue, gynécologue ou urologue. Il aura une place en tant que cothérapeute, heu, dans la plupart du temps et prendra en compte la partenaire, ce qui est également un sujet très important dans les troubles du désir. Et autre chose également importante, il doit délivrer des informations fiables et précises, même si c'est à minima, sur la prise en charge du déficit en androgène aux patients et aux confrères non sexologues. Donc en fait, c'est à ce prix-là, qu'on peut aider nos patients, à bien vieillir, bien sûr, même si c'est qu'une partie, mais en tout cas, c'est une partie qui n'est pas, négligeable et chaque, sexologue, peut prendre sa part, dans ce rôle. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, sur le déficit androgène et la sexologie. Merci Béatrice. Merci donc pour les trois orateurs qui nous ont donné un aperçu global sur le rôle du sexologue et sa participation éventuelle à la prise en charge de cette problématique qui est souvent méconnue et même par des urologues. Donc la parole est aux auditeurs, éventuellement, les orateurs essaieront d'y répondre.